Et bonsoir à tous. Brainstorm Geek, épisode 67. De quoi qu'on va parler? On va parler de Dune, parce que c'est une grosse actualité en ce moment, d'Xbox, de Nikon, d'Akira Toriyama malheureusement, de Mario et des Pégases. C'est tout de suite après le générique. Et bonsoir à tous. Comment vous allez bien? Alors, avec moi, nous avons notre cher Lens Carter ici présent. Comment vas-tu, mon cher Lens? Bah, ce petit générique, au début de Brainstorm Geek, là, ça me fait toujours, frissonner. Ça veut pour l'actu geek et tout ça. Moi, J'ai j'ai je la m'y petite news, habitue. ça me c'est la Moi, petite je l'ai news, positive. moi, de toute Bah, façon, c'est toujours le moment qui me fait toujours plaisir. Le générique, faut faire toujours rendre à César ce qui est à César. Merci Unlap, le groupe de musique qui a fait l'intro, qui est bien, qui est Freaks Like Me. En tout cas, merci les copains. Voilà, voilà. Et donc, franchement, c'est toujours, un grand plaisir, surtout avec quand je l'ai fait, c'était vraiment à faire un clin d'œil à tout ce qui est, l'univers geek avec le clin d'œil du MCU et tous les autres, tous les trucs que j'aime, que j'ai mis dans le générique, hein, voilà. Et donc, c'était l'occasion d'en parler et de le voir entre guillemets. Voilà. Alors, qu'est-ce que Brainstorm Geek? Alors, normalement, Brainstorm Geek, c'est tous les lundis. Et des fois, c'est le mardi aussi. Au moins une fois par mois. Brainstorm Geek, ce qui se passe, c'est une émission de talk où on parle, on réagit sur l'actualité, mais aussi on peut, quand l'occasion se présente pour moi et aussi pour les invités, les personnes qui viennent de temps en temps, c'est de faire des fois des critiques sur des œuvres qu'on a ou autres. Et donc là, c'était l'occasion qu'on va faire dans cette semaine-là. On va faire une petite critique d'un film qui est sorti la semaine dernière, enfin, une dizaine de jours déjà. Mais c'était l'occasion d'en parler, vu qu'on est deux à en avoir déjà l'avoir vu. Et donc c'était l'occasion de papoter de ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui se passe d'autre? L'émission, elle est faite le lundi soir ou le mardi, comme je disais. On parle de l'actu geek, donc l'actu pop culture, donc tech, jeux vidéo, mais bien d'autres choses. Et on parle aussi de tout et de rien. Des fois, on peut partir dans des petites digressions aussi, vous le verrez. On peut aller un petit peu dans tous les sens, mais on essaye quand même de se raccrocher au wagon. Mais voilà. En tout cas, il y a des. L'émission est coupée et montée pour être plus YouTube friendly tous les jours. Vous avez un petit sujet ou une petite critique de l'émission sur répartie sur toute la semaine. Et après, vous pouvez venir papoter avec nous pendant l'enregistrement. Ça, il n'y a pas de souci. En plus, maintenant, j'ai mis la chatroom à côté de moi, donc ça sera l'occasion. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre de plus à dire dans les nouveautés de la semaine? Vous allez voir, je vais améliorer un petit peu les fonds. De temps en temps, quand je trouverai des petits fonds pour les sujets, je mettrai peut-être des fonds différents. Là, vu qu'on est sur Dune, j'ai cherché un live wallpaper sur Wallpaper Engine pour avoir un beau fond. Et donc, merci au créateur du fond d'écran qui est derrière pour ceux qui l'ont en vidéo. Et ceux qui l'ont en audio, venez voir sur YouTube comment c'est, ou même sur Twitch. Donc Faut voilà, bien voilà. utiliser votre imagination. Ou bien imaginé. Voilà. En tout cas, petite modification. Moi maintenant, petit truc, j'ai changé de lunettes. Donc vous me verrez avec d'autres lunettes. C'est changement de lunettes un petit peu. C'est pas le changement du tout, 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 hein. J'avais des lunettes plutôt rondes, maintenant ça devient carré, enfin rectangulaire. Donc voilà, après c'est pas plus de choses, hein. Vous verrez pas grand chose ici, vu que c'est des lunettes qui se teintent toutes seules. Voilà, vous verrez pas vu qu'on n'est pas au soleil, donc vous verrez pas ça. Mais voilà. Sinon, quoi de neuf pour toi, mon cher Lens Carter? Alors, quoi de neuf? Récemment, je me suis remis à ce jeu,
Mato Anomaly, c'est un jeu c'est un petit jeu que j'avais acheté à un moment donné. C'est comme si on jouait à Persona, mais ça n'a rien à voir, avec du Persona. C'est du Persona, mais sans Persona, en fait. C'est enfin, ça ressemble. Tu as une partie enquête, un inspecteur un inspecteur ou détective, et à un moment donné, tu as un monde à part qui s'appelle, les Limbes ou l'Antre, je m'en souviens plus, où tu incarnes, des guerriers qui doivent, se battre, à l'intérieur, de l'antre. OK, OK. D'ailleurs, il faut que je m tu m'as fait la critique, la semaine dernière. Non, mais Il t'inquiète faut que pas. je me il va falloir que je me remette à Shin Megami Tensei, aussi. Qui est, qui est pas le spin-off, qui est en fait, l'univers originel où il y a Persona normalement. C'est Persona qui est le spin-off de Shin Megami Tensei, si mes souvenirs sont bons. Si j'ai bien C'était suivi. Oui, c'est exact, c'est bien ça. Tu as C'est bien ça. révisé tes classes. Ah ouais, quand même, merde, hein, quand même. Donc voilà, en tout cas, bah, pour ceux qui sont là, n'hésitez pas à venir commenter les news qu'on fait, et cetera. Il y a pas de problème. À suivre la chaîne, tout ça comme toujours, hein, voilà. On va pas je vais pas, tergiverser comme dirait l'autre. OK. Donc voilà. Mais, sinon voilà, on va pas partir, sur, d'autres choses. Mais voilà, c'est plus, si vous voulez réagir, vous venez, il y a pas trop de soucis, il y a pas de problème. Allez, sans transition, on va commencer par, par le commencement, je vais dire. Alors, d'une partie 2. Je sais pas pour ceux qui connaissent ou qui connaissent pas Dune. Alors, déjà, si vous connaissez pas, je vous dis juste une chose, on risque un petit peu de spoiler, pas tout, mais on va essayer de se limiter au possible pour éviter que ceux qui viennent regarder l'émission, et cetera, qu'on vous spoile pas du début jusqu'à la fin, en disant que Han Solo meurt, par exemple. Voilà, on va essayer d'éviter toutes ces choses-là. On va essayer d'être le plus le plus spoilerless possible, mais on risque d'en parler un petit peu, de glisser un petit peu sur les chemins un petit peu, problématiques. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Attention, qui dit d'une partie 2 dit qu'il y ait une première partie avant. Elle a été sortie en 2021 et moi je vous le conseille très fortement. Pour ceux qui n'ont pas vu le 2, faut regarder le 1, logique. Et pour cette critique, si vous n'avez pas vu le 1, allez-vous-en. Clairement, allez-vous-en. Au moins pour une bonne vingtaine de minutes, barrez-vous, comme dirait un cher Alain Chabat. Barrez-vous et au moins, on va éviter de. Comme ça, on pourra spoiler au moins le premier, vu que le synopsis du 2 est lié au premier. On va un petit peu, spoiler à ce niveau-là et donc voilà. Donc vous allez voir, on va papoter un petit peu de Dune. On va donner un petit peu notre ressenti sur Dune, et cetera. Les points forts, les points faibles. Quel est notre rapport avec Dune, et toutes ces choses-là. Et si vous voulez, on pourra, si tu veux, mon cher Alain, si tu veux, on pourra en parler très rapidement du potentiel Dune 3 qui est déjà prévu par Denis Villeneuve. Voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Dune, alors qu'est-ce que Dune? C'est un roman, c'est un ensemble de romans qui a été fait depuis 1965 jusqu'à 85. Donc il y a Dune, le Messie de Dune, les enfants de Dune, l'empereur Dieu de Dune, l'empereur Dieu de Dune, et j'ai une trou, et il y a ensuite la Maison des Mers, les hérétiques de Dune et la Maison des Mers. Ça, c'est fait par Frank Herbert, qui est le créateur de la saga proprement dite. En 85, donc au moment de la Maison des Mers, Frank Herbert est mort, est décédé, et quelques années après, Brian Herbert, donc son fils, a repris l'univers et avec Kevin J. Anderson, ils ont
fait un univers étendu sur ce qui s'est passé avant, très loin avant et après, et ils ont fait 2 tomes qui est après La Maison des Mers pour clôturer en fait la saga proprement dite, voilà. Après ce qu'il faut se dire, c'est que Frank Herbert, avait laissé quand même des pistes et le «chemin» entre guillemets, de ce qu'il voulait faire à son fils. Donc c'est quand même il y a quand même un tout qui reste plus ou moins, je dis bien plus ou moins, sans faire des retcons, toutes ces choses-là. Ce qu'il faut se dire, c'est que, l'univers c'est un univers de SF qui date des années 60 avec avec plein de discours sur la religion, le contrôle de la population, toutes ces choses-là. Qui ont sous-texte, et cetera, sur, l'utilisation de la religion sur des vrais ou les faux prophètes et toutes ces choses-là, l'implication de la religion sur les guerres et même sur le commerce en lui-même. Il y a plein de choses à ce niveau-là. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que, là, par exemple, je vais vous montrer, c'est l'exemplaire du Popo. Là, il y a Dune et la Messie de Dune dessus. Le Messie de Dune et Dune, c'est, le premier tome, il nous fait, plus de 700 pages, ce qu'il faut se dire, hein. 700 pages pour faire 2 livres et on a, j'ai envie de dire, 2 tiers qui font l'équivalent de Dune 1, enfin de Dune 1 première partie, deuxième partie. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ça date des années 60. Le style d'écriture est quand même bon, il se laisse très bien lire, je vous le conseille, pour ceux qui ne l'ont jamais lu. Moi, je l'ai lu quand j'étais plus jeune, je m'étais arrêté à certains endroits, j'ai repris, ainsi de suite, donc c'est assez flou, surtout que j'ai fait les jeux, tous les jeux, et cetera, les films, j'ai regardé les films, j'ai regardé les séries qui étaient sorties, et cetera. Donc il y a vraiment un petit peu, un gloubi-boulga qui est toujours dans ma tête, moi, personnellement. Mais j'ai quand même le vrai du faux, et cetera. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 60, il y avait toujours quand même un rapport avec, l'écologie et toutes ces choses-là, hein. Même si c'était pas au point qu'on l'avait maintenant, mais voilà. Hem, je vais faire un petit peu aussi un petit synopsis de ce qui se passe dans l'univers. L'univers enfin, Dune se passe en 10 196, si mes souvenirs sont 10 191, 10 191, mais pas après Jésus-Christ. Il se passe 10 191 après la création de la Guilde des Navigateurs. Donc, ça, c'est dans un univers très lointain. Et surtout qu'on ne sait pas ce qui s'est passé entre la création de la guilde, enfin, entre la naissance de Jésus-Christ et notre numérotation actuelle et la guilde. Il s'est passé plein de choses. On sait qu'il y a eu des machines d'intelligence qui ont été créées, qui ont asservi l'humanité, et qu'il y a eu une guerre sainte qui a permis de s'affranchir des machines. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu les guildes et tout ce qui se passe maintenant, enfin tout ce qui a engendré le monde de Dune. Dans le monde de Dune, ce qui se passe, c'est que vu qu'il n'y a pas de machine pensante, comme ils disent, en fait, tout est fait à partir de personnes, d'humains, et avec la technologie ou avec des substances bien précises. La substance la plus importante dans l'univers de Dune, c'est l'épice. L'épice est trouvable que dans une seule planète, Arrakis, et donc c'est le moment où on va avoir beaucoup de problématiques à ce niveau-là. C'est que vu que c'est une denrée unique en son genre et qui est trouvable qu'à un seul type d'endroit, il va y avoir spéculation et des conspirations et plein d'autres choses à ce niveau-là. L'univers est régi par un empereur, l'empereur Padisham Shaddam IV de la maison Corino, et autour de cet empereur, il y a des maisons nobles, et on a par exemple la maison Corino qui est l'empereur, mais vous avez aussi la maison Harkonnen, qui sont un petit peu les méchants, entre guillemets, et vous avez
les Atreides qu'on va suivre avec Paul. Nous avons aussi des groupuscules en plus de ça. C'est pour ça que je dis que c'est quand même très dense Dune, hein. Vous avez des groupuscules type la Guilde des navigateurs qui permettent de naviguer dans l'espace, dans l'univers connu, qui utilisent l'épice pour plier l'espace-temps et euh, et pouvoir voyager plus rapidement. Vous avez ensuite des mantas qu'on a vu principalement dans la première partie d'une dans le film, qui sont en fait des hommes qui sont soumis, enfin qui ont été entraînés pour devenir des ordinateurs entre guillemets, pour devenir très permettre des calculs très rapidement et ainsi de suite. Et pour ceux qui ont vu le premier, c'est Tufirawat. Quand il a les yeux qui se révulsent et qui fait les calculs, ça c'est les pouvoirs d'un manta. Ensuite, nous avons d'autres groupuscules. Nous avons les Bene Gesserit. Les Bene Gesserit, donc Dame Jessica et les révérendes mères et la diseuse de vérité qu'on voit dans le premier, qui sont en fait un groupuscule de femmes qui, euh, qui essayent, qui, qui font par des lignages, etc., en fait, qui essayent de moduler la grande histoire pour éviter qu'on ait des grosses problématiques et pour permettre au fil des générations de créer un humain supérieur, le Kwisatz voilà. En plus de ça, elles ont des pouvoirs spéciaux, entre guillemets, qu'on ne voit pas vraiment dans les films. C'est qu'elles peuvent, elles contrôlent toutes les fibres de leur corps et de leurs muscles et nerveux, et donc qui leur permet, entre guillemets, de pouvoir contrôler certaines choses, comme la voix qu'on a vue dans le premier, mais aussi tout ce qui est l'aspect fécondation. C'est-à-dire qu'elles peuvent sélectionner quand elles ont l'ovule, etc. Et elles permettent de contrôler aussi quel type de spermatozoïdes pourront rentrer dans l'ovule, et ainsi de suite, pour pouvoir avoir une sélection pas naturelle des enfants et pour permettre d'avoir une sorte, pas d'eugénisme, mais de permettre de créer par génération successive des humains supérieurs pour permettre de créer le Kwisatz Haderach. Donc voilà. Je pense que là, j'ai fait un petit peu le tour. On va pas parler des Bene et de tout ce qui est les danseurs visages, les assassins et ainsi de suite. Je pense que ça, on peut en parler, mais bien plus tardivement ou en spoilant, mais bien plus tard. Voilà. Et donc, voilà. Est-ce que toi, déjà, est-ce que tu avais tu connaissais l'univers de Dune ou c'est quelque chose que tu as connu avec les films ou même avec les films de David Lynch ou de la série sci-fi, toi? Al alors, je n'avais jamais entendu parler de Dune jusqu'à ce que j'entende parler dans un épisode de Big Bang Theory. Je me suis dit: «C'est quoi ça, Dune?» J'ai fait des recherches Ah OK. en voyant que c'était une série de livres, avec plusieurs cycles. Puis à un moment donné, il y a eu le film de David Lynch qui était sur Netflix, que je n'ai pas aimé. Je le dis de suite, je ne l'ai pas du tout aimé. C'est rushé comme je sais pas quoi et j'ai l'impression que David Lynch a pris, beaucoup de liberté, pour l'adaptation. Bah, après je peux me tromper et Alors, après, vas-y. Fini. ah, Je vais après, rebondir sur ça. ah, après, septembre 2021, j'ai été voir, Dune partie 1 par curiosité. Parce que ça a été fait par Denis Villeneuve, Sicario, Premier Contact et Blade Runner, 2048 et franchement, je l'ai apprécié. Je l'ai aimé, beaucoup plus que l'adaptation de David Lynch et OK. après il y a le second épisode que j'ai aussi aimé, mais après, On va en on parler, en parlera on après. va en parler après. Alors moi, mon rapport avec, l'univers Dune. Alors déjà, merci à mon père de nous avoir baignés dès tout petit, sur l'univers de Dune. Étant de 87, j'ai jamais vraiment lu les livres et regardé le premier film de David Lynch qui est sorti, l'année de ma naissance
Et par contre, j'ai eu un grand rapport avec, tout cet univers vu que, j'ai eu un père où j'avais tous ces livres-là à vue, qui m'intriguaient beaucoup, personnellement. Heu et surtout quand j'étais petit, je me disais: «Oh là là, c'est énorme comme livre, je pourrais jamais lire tout ça». Et ensuite, j'ai un petit peu fait quasiment tous les jeux vidéo de Dune, de l'univers Dune. Par commencer par Dune 1 qui est ma Madeleine de Proust que je fais de temps en temps. Dune 2 qui est, le proto Command and Conquer. Dune 2000 qui est, Mmh. plus ou moins un remake de Dune 2. Empereur qui était, Battle for Arrakis qui est plus ou moins en fait un ressucé de Dune 2 mais en 3D. Au début des années 2000, il y avait eu un jeu type un petit peu Metal Gear Solid, mais pas vraiment Metal Gear Solid. C'était le Metal Gear Solid du pauvre, qui était adapté de la série, voilà. Et bah, dès qu'il y a un petit jeu qui sort, Dune, Spice War et ainsi de suite, j'y ai touché un petit peu, tout ça, tout ça. Donc c'est pour ça, moi, niveau univers, je m'y connais un petit peu. Après, niveau lecture, je me rappelle avoir lu au moins une bonne partie de ce livre-là. Les livres suivants, pas du tout. Je me rappelle avoir lu peut-être 2 ou 3 tomes de l'univers étendu Dune et ensuite, pour le reste, j'ai regardé le film de David Lynch, que j'ai un avis dessus aussi, la série des années 2000, donc Dune, qui est disponible sur Prime Video. Donc si vous avez un abonnement Prime, l'abonnement Prime, sur Prime Video, vous avez celui-là, qui est l'adaptation de Dune, donc le premier livre. Et ils ont fait aussi Les Enfants de Dune, qui est la suite de Dune. Donc il y a le Messie de Dune et les Enfants de Dune dedans, avec James McAvoy, donc professeur Xavier, en très jeune, parce que le film est des années. euh, on est en 2000, si mes souvenirs sont bons, début 2000. 2000-2001 le premier, et on doit être 2003. en 2003, Les Enfants de Dune, ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Moi, j'ai déjà eu tout ça. Alors, David Lynch. David Lynch, film méconnu, connu ou méconnu, et surtout un grand point noir de l'univers de David Lynch, parce que même lui répugne plus ou moins ce film. Je m'explique. En fait, Dune, dès les années 60, a voulu être adapté en film. Il y a eu un certain Jodorowsky qui a voulu adapter Dune avec Salvatore Dali, qui devait faire l'empereur. Il avait embauché Pink Floyd pour faire la BO. Il avait embauché Giger pour faire l'univers storyboard. Il avait embauché Jean Giraud, ou Moebius, si vous connaissez, grand auteur de la BD européenne. Et donc, il a voulu développer, 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 et malheureusement, son truc est tombé à l'eau. Ensuite, nous avons eu entre les deux, il y avait Ridley Scott qui devait faire le film, mais ça ne s'est pas fait non plus. Et ensuite, ça est devenu chez David Lynch. Alors, David Lynch a adapté de manière très moins fidèle que ce qu'on peut trouver. Après, c'est qu'il y a eu beaucoup de problématiques, vu que la production était faite par De Laurentiis, qui est un petit peu, qui est un producteur de Hollywood assez différent. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est ils ont dû modifier beaucoup de choses, qui a provoqué, bah, ce qu'il en est, hein, ce qui a fait le film, qui est répugné par tous les fanas de Dune, vu que la voix, toutes ces choses-là, changent un petit peu parce qu'on a des modules étranges et ainsi de suite. C'est très kitsch, hein, on est dans les années 80. Il a très bien vieilli, surtout que si vous regardez
vous regardez l'Empire contre-attaque, le retour du Jedi, ça a été fait à peu près dans la même période et ça a pas du tout la même patine. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et surtout, David Lynch, qui est connu pour les monstruosités et ainsi de suite, a grossi le trait sur certaines choses, dont par exemple euh, les Harkonnen. Je ne sais pas si tu te rappelles du film de David Lynch. On a le baron Mmh. Vladimir Harkonnen qui est pustulentiel, etc., qui a des boutons un petit peu partout et très glauque, C'est ça. voilà, qui est très dégueulasse, mais ça, c'est du David Lynch. Ça, c'est voilà. Après, il y a des choses où il a pris des libertés, mais on a quand même l'idée du premier livre qui est là. Même s'il y a des choses qu'il a dû limiter du fait qu'il ne pouvait pas faire des heures et des heures, vu qu'il dure même pas 2 heures, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Et donc, ensuite, début des années 2000, nous avons eu donc ce que je vous ai montré. Donc, ah oui, et je voulais vous dire aussi, Jodorowsky n'a pas pu faire le film en lui-même, mais il a fait quelque chose qui s'en rapproche très fortement. Et ça, je vous le conseille pour ceux qui aiment la SF en BD. C'est regarder tout ce qui est la caste des métabarons, tout ce qui est l'Incal, parce que c'est Moebius et Jodorowsky qui l'ont fait. Et accessoirement, grâce à Jodorowsky, on a eu Giger qui a fait plein de croquis pour les Harkonnen, qu'il a réutilisé pour une petite série de SF que vous connaissez qui s'appelle Alien, pour faire toutes ces choses-là. C'est grâce à la pré-prod de Dune que il y a des choses qui ont été réutilisées pour Alien. Donc voilà, voilà. Ensuite, série de 2003, des années 2000, on est vraiment dans la période juste avant moi j'appelle ça l'âge d'or des séries télé à gros budget, où tu as des effets spéciaux à foison, etc. Là, on est dans une série où on n'est pas dans le kitsch, mais presque, où on n'a pas beaucoup de budget, mais on essaye de faire au mieux qu'on peut. Et on va avoir en fait 3 épisodes sur le premier livre, 3 épisodes de 1 heure et demie qui nous fait 4 heures et demie à peu près, hein, voilà. Entre 4 heures et demie et 5 heures, et qui est plutôt bon. Voilà. Les enfants de Dune, allez-y, mais attendez, attendez après. Mais au moins, voilà. Les enfants de Dune, je ne l'ai pas encore trouvé sur Internet. Donc, je regarde précieusement mon DVD Les enfants de Dune qui sont là. Voilà. Et donc, voilà. Moi, quand on m'a annoncé Dune par Denis Villeneuve, j'étais plutôt intéressé. Et j'ai regardé le premier avec grand amour. Et par ferveur religieuse un petit peu, parce que voilà, si vous voyez un petit peu mon t-shirt, voilà, hein. Ah bah oui, j'ai pas vu le t-shirt. Voilà, c'est t-shirt Surf Arrakis House of Atreides. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Le premier film, je l'ai adoré. Je ne l'ai pas regardé des millions et des millions de fois, mais j'ai trouvé très intéressant comment il adaptait ces choses. Surtout que je trouve beaucoup que Dune 1, enfin d'une première partie, euh, permet une bonne mise en place. Et heureusement ou malheureusement, j'ai envie de dire, on a un effet pas un effet de bord, mais un effet de mise en place. C'est-à-dire que on, on explique un petit On peu nous a tout, on te tient par la main et ainsi de suite. on Et, nous introduit à voilà, l'univers de Dune. c'est ça. Après, voilà. Après, pour ceux qui étaient néophytes et ainsi de suite, c'est une chose à faire, clairement. Il n'y a pas à tortiller du cul, il fallait le faire. Sinon, vous en auriez chié sévère pour tout comprendre de tout ce qui était qu'est-ce que la guilde des navigateurs et toutes ces choses-là, pourquoi on a un empereur, pourquoi les Harkonnen et ainsi de suite. Je trouve ça très intéressant. 3 ans ont passé entre le première partie et la deuxième partie. Pourquoi? Alors, très bonne question, c'est que ce qui s'est passé, on a eu une grosse problématique, c'est que Legendary Pictures
avait donné le feu vert à Denis Villeneuve de faire une première partie, mais ils lui ont pas donné l'intégralité pour faire première et deuxième partie. Parce que lui, à l'époque, il voulait faire les 2 parties à la Peter Jackson et voilà. Le seul souci, c'est que, bah, ça n'a pas été le cas. Ils lui ont dit: «Vous faites la première partie, si ça marche», ce qui a été le cas, «vous faites la deuxième partie» et donc il a eu un temps de développement de toute la série et ainsi de suite de quasiment 7 ans sur les 2 films. Donc on voit que voilà et surtout, c'est un homme qui a un grand rapport avec Dune et le Messie de Dune, parce que c'était ses livres de chevet. D'où pourquoi on a déjà un petit peu on comprend pourquoi il a fait 2 films de 2 heures et demie, 3 heures chacun, pour tout ça et pourquoi il a pour projet de faire le Messie de Dune, mais pas pour tout de suite. Voilà. Hem On va là commencer déjà, j'ai un petit peu balayé un petit peu le tout. Maintenant, on va papoter d'une proprement dit deuxième partie. Alors, là, vous allez avoir l'avis subjectif d'un fan. Je l'ai trouvé très bon, très bon. On est sur une adaptation plutôt fidèle et tout est dans le plutôt de fidèle, parce qu'il s'est permis plein de raccourcis scénaristiques, mais qui étaient dispensables parce que j'ai envie de vous dire, 500 pages à adapter en 6 heures, c'est plutôt compliqué, surtout que c'est très dense, le livre. Donc voilà. Euh, la réalisation, voilà, rien à dire. Les personnages, géniaux, rien à dire. Les acteurs sont très bons dans ce qu'ils font. Même si je trouve que certains acteurs, des fois, un petit peu cabotinent, jouent un petit peu trop, surjouent un petit peu. Je pense que tu vois savoir pourquoi je dis ça. Mmh. On axe un petit peu des fois sur le point de vue de Chani, qui est très intéressant, je trouve, sans être très, comment dire, qui, qui permet de voir un autre point de vue et surtout de pas faire la Mmh. même façon que le livre proprement dit. Ça nous permet d'avoir des petites subtilités et surtout ça nous permet de voir que le, la population Fremen et n'attend pas tous le Mahdi, donc C'est le, ça. le Messie, le prophète et ainsi de suite. Tu vois ça, c'est ça qui est très intéressant. Donc là, je commence un petit peu à spoiler, mais voilà. Ensuite, quoi d'autre? J'avais envie de vous dire, moi, les points, pas négatifs, parce que c'est pas vraiment le cas. Il y a des personnages qui en sont partis un petit peu, ont disparu dans l'adaptation de Denis Villeneuve. Mais j'attends le DVD ou le Blu-ray pour voir les scènes coupées, parce qu'il y a une scène coupée qui pouvait être très intéressante, surtout qu'on ne voit pas Tufirawat, parce on devait le voir dans les premiers jets du film, sauf qu'il a été coupé au montage. Et par contre, moi j'ai trouvé qu'il y avait des petites subtilités qui sont un petit peu dommages. C'est que le film en lui-même, tu as l'impression que le film en lui-même dure, allez, même pas un an à tout péter. Même pas Ou en quoi? en une année, entre guillemets, le film ne tient. En fait, le film en lui-même, du début de la deuxième partie jusqu'à la fin de la deuxième partie, Ah tu as oui, là, l'impression que la temporalité, c'est moins d'un an. c'est ça. Et donc, tu as l'impression, des fois, dans certains moments du scénario, que il y a des choses qui vont trop vite, dont la dernière partie. Voilà, on en parlera, je pense, Oui. ensemble. Et surtout aussi le milieu où tu te dis, mais enfin, c'est des étrangers. Ils étaient considérés comme à la fin de la première partie comme des étrangers à tuer euh, dans la première partie, Paul et Jessica, donc la Mmh. mère et Paul. Et en allez, 1 heure, ils sont acceptés en mode ouh, allez, open bar, vous êtes les équivalents des Fremen. C'est un petit peu. Voilà.
chose qu'on n'a pas dans le livre. Le livre en lui-même se déroule, si on reprend à peu près dans la même période, ça se passe sur plusieurs années, où tu as des personnages qui arrivent, des relations qui se font et ainsi de suite et du fait que tu te rends compte que les personnages sont plus intégrés, type Paul et Jessica, tu comprends qu'ils sont acceptés du fait que ça fait longtemps qu'ils sont là. Voilà. Il y a toutes ces choses-là qui sont un petit peu, voilà. Et petit point noir, moi je trouve, c'est oui, ça a été rushé et l'ouverture vers un potentiel 3 est un petit peu trop forcée à mon goût, même si on n'a pas la même fin que sur le livre. Et surtout que, si Denis Villeneuve, adapte la suite avec, ce qu'il a fait là, ça risque d'être très compliqué parce que tout le monde s'attend à quelque chose à la fin du film et dans le livre, ça dure 3 pages. Vu que je l'ai lu le week-end, ce week-end de la fin, on va dire que la Messie Dune, bon, le livre Le Messie Dune, donc ce qui va se passer dans le 3, ce qui se passe à la suite de la dernière scène de Dune partie 2, c'est une page, 2 pages, 3 pages. Point. Donc, j'ai un petit peu peur. Voilà. Sinon, à part ça, j'attendrai le Messie Dune comme le Messie. Et donc, je te laisse bah, ton point de vue et après on parlera un petit peu de la fin, on va conclure. Voilà. Allez, c'est parti mon kiki, Ah, vas-y mon cher Lenscarpe. alors, comme je l'ai dit, bon, moi, je suis pas un fan comme toi, SP. Du coup, on va dire que je suis de la première heure, je viens juste de découvrir, l'univers de Dune, tout ça. Pour ma part, j'ai bien aimé et je suis pas d'accord, avec toi en disant qu'ils avaient rushé, que ça se déroule en période d'un an et qu'ils ont l'impression qu'on saute, de temps de temps en temps, de quelques mois ou de quelques jours. Moi, j'ai pas du tout remarqué ça. Moi, je trouvais que le rythme était assez bien et qu'il n'y avait pas, de questions à poser. Et oui, on suit plusieurs points de vue. Celle de Chani, je crois que qu'elle C'est s'appelle. ça, Chani, oui. Cha Donc, Le point de vue de Zendaya, Chani, oui, de Shiny envers Paul, les Fremen non-croyants et les croyants, l'initiation de Paul et puis quelquefois avec, la fille de l'empereur, les Harkonnen, comment dire ça? Les conspirations et tout ça, chose, qui était présente dans la première partie, mais là, c'est beaucoup plus gros que ça en a l'air. clairement. Et est-ce que et le dilemme de Paul, s'il doit accepter, son destin ou si, il préfère ou si, ou non. S'il doit accepter son destin ou non, même si, son destin est inévitable. Clairement. S Si c'est ça, inévitable. Bon après, bon, je vais pas spoiler la fin, mais le film est très bon, mais pour moi la fin, c'est pas une bonne fin. Mais ça veut dire qu'il est c'est mais ça ne veut pas dire, que la fin elle est mauvaise, mais pour ma part, c'est pas une bonne fin, ce n'est pas une bonne conclusion. C'est comme si, enfin, c'est une conclusion amère, pour moi, si vous voulez tout savoir. Après, j'irai quand même voir le troisième parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe juste après. Parce que en fait, ce qu'il faut se Voilà. dire, c'est vraiment ça. C'est que en fait, entre la première et la deuxième partie, on est vraiment à une 30 secondes, une minute. On pourrait dire que en fait, peux regarder le premier et le deuxième à la suite et il y a Mmh. pas il y a pas de coupure proprement dit. Donc c'est ça qui est pas mal. Hem, je peux comprendre ton point de vue avec tout ce qui est conspiration. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que dans le troisième, il y aura encore plus de conspiration. Voilà.
Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire, à ce niveau-là? Ça. Ah oui, ce que j'avais oublié de dire, il y a le truc que je trouve génial, c'est, ce qui se passe avec les Harkonnen. Pas spoiler plus, mais la direction artistique, du génie, avec l'effet noir et blanc, vu qu'on l'a vu dans les bandes annonces, qui est génial, mais on va pas Ah, aller plus c'est loin. incroyable. Là, Incroyable, franchement, les la décors, la direction. direction artistique, sincèrement, c'est du 20 sur 20. GG les gars. Clairement, clairement, clairement. Donc, à part ça, je pense qu'on a fait le tour sans spoiler trop. Voilà. Qu'est-ce que j'attends de la suite? Qu'est-ce que j'attends de la suite? Bah, qui reste dans la continuité. Comme je disais, moi, ce qui me fait très peur, c'est que, comme je disais, en fait, la suite qu'on s'attend à avoir, ça dure 3 pages dans le livre et après ça va être beaucoup de conspiration. Donc, le seul souci, c'est que ceux qui attendent un Dune avec du pam pam boum boum et cetera, Ah, heu, vous attendez pas le à s ça, s'il vous vous plaît. serez déçus. Parce qu'on est plus sur du Dune, œuvre de SF un petit peu intellectuelle, avec des grandes thématiques sur le questionnement sur la religion, sur l'écologie, sur plein de choses comme ça. Sur le pouvoir, le rapport avec des produits type l'épice qui est un petit peu un parallèle avec le pétrole, toutes ces choses-là. Toutes ces parties-là où tu te dis: «Ah, c'est intéressant, machin truc» et pas, bas du front où il y a beaucoup de réflexions à avoir. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Mais en attendant, allez le voir. Moi, je vous le conseille beaucoup. Heu, si vous êtes fan de Dune et de SF, allez le voir. Vous serez pas déçus, clairement. Est-ce que tu avais quelque chose à dire de plus? Non pas non pas du tout. Ah si, 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 tu avais dit, des acteurs, qui exagèrent, dans leur rôle. Bah, Ouais, pour moi, il y a les 2 moi acteurs qui ils ont exagéré dans leur rôle, c'est, je sais plus comment il s'appelle, c'est celui qui entraîne, Paul, pour devenir un vrai ferryman et Javier je suis dés Bardem, Javier, voilà Stylian, et pour ceux qui connaissent pas. et et malheureusement et ça me fait mal de le dire, vu que j'aime bien cet acteur, bah, c'est Dave, Bautista Oui, et c'est clairement oui. il il exagère un peu, dans son rôle tantôt calme, bon ça c quand il est calme, ça fait peur, du coup ça va bien, mais dès qu'il rentre dans ses gonds et qu'il parle, ça ne fait pas très crédible. Je suis Ouais, c'est désolé. ça. Clairement, il y a ça et moi je regrette, qu'il n'y ait pas 2 personnages, Tufira Watt comme je disais et une autre que, tu vois pendant 5 minutes et c'est tout, qui, Mmh. préfigure à la suite. Donc voilà. Voilà, voilà. On va passer sur la deuxième news, c'était la petite critique de Dune, deuxième partie, qui a duré quasiment 1 heure, hein, voilà, voilà, voilà. Hein, bref. On a battu les Bon, records. on a fait une petite de vu qu'on a papoté un petit peu avant et cetera, je dirais aller une bonne demi-heure, 20 minutes. Je regarderai pendant le C'est montage, sûr. mais voilà. Ensuite, on va papoter vu qu'on parle de Dune. Il y a eu une petite, conférence de presse sur un jeu Dune qui est sorti. Je vais vous le mettre. Tac. Heu et bonsoir le studio Renegade, comment vous allez bien? Vous venez de louper Oh! la critique de notre cher Alex Carter et moi, la critique du film Dune 2. Donc voilà. En tout cas, bienvenue les gens du studio Renegade. Salut, Hugues et Flo. J'espère que ça s'est bien passé et salut mon cher Ghost Dragon. Comment vas-tu? En tout cas, allez les voir. C'est une émission ils ont fait l'émission sur l'actu jeux vidéo et qui était vraiment cool. Je ne suis pas très, très, comment dire?
très très objectif vu que je vais chez eux de temps en temps, au moins une fois par mois et la semaine prochaine, je suis chez eux donc si je disais qu'ils faisaient de la mouise, ce serait un petit peu bizarre, mais bref. Mmh. Donc semaine prochaine, la rubrique rétro, avec les amis et donc vous aurez l'émission, Brainstorm Geek le mardi. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire? On a eu une petite conférence sur un jeu Dune, qui est un survival, MMO, qui est un petit peu comme Conan Exile et tous les autres, et tous les autres MMORPG qu'on peut connaître. En fait, le jeu nous a montré un petit peu de gameplay et un petit peu d'images, hein. On se rend compte que le jeu en lui-même sera très, axé, sur Arrakis. On va voir ce qui se passe sur Arrakis et cetera et le rendu, ça sera Unreal Engine 5, donc ça sera plutôt joli et le gameplay en lui-même, on va voir beaucoup que c'est un jeu axé sur la survie avec de l'épice, éviter de se faire manger par les vers et cetera et cetera. Salut mon cher Flo Natura Geek, j'espère que tu vas bien. Voilà, voilà. En tout cas, ce jeu-là me donne réellement envie. Après, comme je disais tout à l'heure, je suis pas très, objectif. Il y a de fortes chances que j'y joue au moins 5-10 minutes pour voir si ça me tente et me faire rembourser si j'aime pas et il y a de fortes chances que, là, en fait, ce qui se passe, c'est que vu que la deuxième partie est là, ils essayent de se dire: «Bon, on est en train de faire un jeu, donc si on peut avoir, les projecteurs du film sur nous pour, augmenter la hype, c'est pas mal». Est-ce que tu en avais déjà entendu parler, mon cher, Lens, ou pas du tout? Bah, Ils de avaient un ce projet de MMO ou pas? Bah, non, j'en avais jamais entendu parler de ce projet des MMO. Je sais qu'ils avaient fait, Dune, Spice War, il y a pas longtemps, mais je sais que Funcom, ont déjà fait les Edge of Conan et The Secret World, C'est si ça. je peux dire que. Mais, je personnellement, je ne vois vraiment pas l'intérêt, d'un MMORPG, bas sur Dune et sur Arrakis. Ce sera Pour moi, il y aura que 2 factions qui vont devoir se battre. Il y a les Fremen et les Harkonnen, mais Clairement. Après, ce qui va se voilà. passer, c'est qu'on va avoir en fait un soft très mécanique où tu devras faire allégeance à l'un des camps, je pense. Tu pourras aussi faire partie de certains ordres, l'ordre Bene Gesserit ou ou les Mantas, proprement dit. Et en Mmh. fait, le fait, c'est que tu devras survivre sur Arrakis en survivant contre les vers des sables et ainsi de suite. Et suivant ton allégeance, tu devras survivre face aux Harkonnen ou aux Fremen. À voir après, il peut y avoir quelque chose. Moi On peut personnellement, avoir une bonne surprise. c'est ça, clairement. En plus, ils ont prévu de faire des bêtas, assez prochainement. Voilà et c'est plus un MMO comme dit notre cher Flo Naturagi, c'est plus un MMO survie qu'un MMO PVP ou PVE. On sera plus sur la survie comme un petit peu un Conan Exile ou un petit peu comme vous connaissez Valheim, toutes ces choses-là, où il faudra survivre face à des vagues et cetera et cetera. Donc franchement, ça peut être très intéressant. Heu, voilà, surtout que prochainement, on va avoir une bêta. Moi, ça me tente bien. Voilà, voilà. Est-ce que tu avais quelque chose à dire de plus ou vu que toi, c'est plus de la totale découverte, Heu, je on je suis sur la je suis sur la page Wikipédia de Funcom pour regarder, les différents jeux qu'ils ont développés et il y en a un qui m'a fait de l'œil parce que c'est un jeu pourri, Nightmare Circus, fait par dont le jeu a été testé par Joueur du Grenier il y a très longtemps. ah oui, ça me dit quelque chose, oui, oui. Donc Ouais, ouais, de voir que l'un de leurs premiers jeux est un jeu pourri après qu'ils ont fait, des jeux très bons et moyens, bon ça présage quelque chose de bon et après, pourquoi pas, comme hein, pourquoi pas, j'ai pourquoi envie pas. de dire. À voir, je pense qu'il faut regarder sur, l'état final et après on verra bien ce qu'il en est.
OK. Donc voilà. Voilà, c'était un petit peu la petite news, les news, et bonne soirée mon cher Flo Nature et Geek. C'était les news d'une. On va Salut. rester sur des news un petit peu plus normales, Mmh. et on va rester sur, du jeu vidéo et on va parler de la conférence Xbox, Partner Preview. Alors de temps en temps, nous avons des conférences Xbox. On avait eu le mois dernier, enfin pas le mois dernier, en janvier, on avait eu la Xbox Developer Direct. On avait vu les Age of Empires et les Age of Mythology. Et là, en fait, on a les jeux des éditeurs tiers qui arrivent pour nous donner un petit peu la hype. Alors, comment résumer le truc? Alors, moi personnellement, quand j'ai regardé un petit peu ce qu'il en était, j'ai eu envie de dire: «Mouais, c'est pas oufissime». Je me suis dit: «OK, Frostpunk 2 a enfin une date et après, les autres?» Nous avons eu, des annonces sur Kunitsugami Pass of Goddess qui devrait sortir cette année, qui est, un combat entre les esprits et les mortels. Pourquoi pas? Frostpunk 2 qui est la suite de Frostpunk 1 où c'est un jeu de survie où tu gères une ville, sur une ville où il y a des blizzards et cetera et tu dois faire des choix cornéliens pour la survie de ton peuple, Et c'est pas un heu, jeu facile, faites attention. clairement. Donc la suite, ça peut être très intéressant. Ensuite, vous avez Tales of Kenzera Zao, qui est, un jeu de plutôt, je dirais, aventure, action-aventure à ce niveau-là, avec des pouvoirs cosmiques, des choses comme ça, thermicologiques, toutes ces choses-là. À voir ce qu'il en est, ce qui sort fin avril. Nous avons après un jeu de rôle action hardcore qui est First Berserker Kazan. Nous avons vu à nouveau Creature of Eva, que j'avais déjà vu moi personnellement, donc à voir. Euh, un jeu qui est totalement what the fuck, que moi j'ai été très intéressé, enfin, très, très étonné de voir ça, c'était le Unknown Nine Awakening, qui est une histoire sur la quête de la vérité, tout ça, tout ça. Pourquoi pas. Sleight of Hand, qui est sur un deck builder d'action et furtivité. Bon, bref. The Alter, qui est le jeu qui est. Ah non, The Alter, non, je voyais The Final, donc non. C'est un jeu de science-fiction qui sortira sur le Xbox Game Pass. On nous a parlé un petit peu de Roblox, de Sinking City, qui est sur l'univers de Lovecraft, qui peut être très intéressant. On nous a parlé de FF14 Online et de, de The Stalker, la trilogie, avec sa rétrocompatibilité. Mais aussi la passe d'expansion Persona 3 et Monster Jam Showdown. Moi personnellement, comme je disais, en fait, il n'y a pas grand-chose qui m'a motivé dans ce truc-là, clairement, à part euh, Frostpunk 2. Les autres, ça m'a pas du tout touché. Clairement, j'ai fait mon F sur 20, entre guillemets, hein. Après, c'est peut-être que en ce moment, je suis pas très jeu vidéo à ce niveau-là. Tous les types de jeux vidéo qui me montrent, je suis pas très motivé. Après, c'est peut-être qu'un point de vue à mon niveau. Qu'est-ce que tu en penses, mon cher Lens Carter? Alors, là j'ai fini de voir, les bandes annonces. C'est vrai que Frostpunk, 2, m'intrigue beaucoup. J'ai pas fait le premier, mais il faudrait que je m'y fasse. D'ailleurs, c'est l'univers de Frostpunk, ce serait idéal pour en faire, un film ou une série. Clairement. Je l'imagine bien avec le style de graphique, fait par, le studio, français, qui a fait, Arcane. Franchement, Oui, clairement. ça pourrait faire un excellent truc. Après, ouais, il y a Persona 3 il y a Persona 3 qui
qui m'intéresse, mais le jeu est sorti mais l'expansion pass, franchement, je sais pas ce que ça peut apporter, j'achète jamais les DLC. Stal Stalker, Stalker, ça c'est un truc qui pourrait m'intéresser, il fait partie, des premiers jeux de comment ça s'appelle déjà, les jeux de type, BioShock, BioShock et ainsi de suite. et ainsi de suite, les mêmes si il fait partie des premiers, du coup, ça peut être intéressant à voir. Ouais, mais après, les autres, OSEF sur 20 comme on dit. OK, on est un petit peu dans la même longueur d'onde. OK. C'est OK, ça. OK. Bah, voilà. Après à part les autres jeux, je vois pas trop. Personnellement, voilà. Allez, sans transition, on va passer on rush un petit peu, mais voilà. On va passer sur, une news que je voulais aborder, qui est nul autre que Nikon a annoncé le rachat de RED. Alors, qu'est-ce que RED? RED, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des spécialistes de la caméra professionnelle haute définition. En fait, c'est il y a quelques années, en fait, dès que tu parlais des caméras RED ou autres, c'était une marque qui avait pignon sur rue, que tout le monde connaissait et cetera, surtout dans le milieu pro et qui avait vraiment pignon sur rue. Nikon, je pense que vous connaissez un petit peu ce que c'est, hein. C'est une marque plutôt connue sur les appareils photo pro, mais pas que et hem et donc j'ai envie de dire, je pense que quand on vous annonce que Nikon rachète des choses, ça étonne pas, je pense. Vous voyez vraiment Nikon comme une grosse boîte qui a vraiment, pignon sur rue. Après ce qu'il faut se rappeler, c'est que Nikon, n'a pas été, a mal vécu quand même le passage au numérique, j'ai envie de dire. Même si bon, il y a toujours eu l'argentique et cetera. Le numérique, ils sont toujours dans la gamme Reflex et cetera, plutôt bons les Nikon. Par contre, Mmh. on peut voir aussi que, bah, depuis toujours, en fait, ils sont toujours à la traîne dans les innovations, vidéo ou de se faire une image sur la qualité vidéo des appareils photo Nikon. Par contre, Red, c'est le contraire. Ils sont très connus pour des caméras. On les connaît pour, par exemple, pour les Aquaman, c'est tout ça qui était derrière et tu as plein de films qui ont été tournés avec des caméras RED. Voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est RED, c'est très connu dans le milieu professionnel et hollywoodien. Donc, quand on dit, voilà, heu, Nikon rachète RED et là, ah, il y a peut-être un truc. Heu, Ce qu'il faut se dire, c'est que je pense que là, ils sont en train de faire quelque chose ce qui est un petit peu logique d'un point de vue global, d'un point de vue Nikon, hein. C'est que vu qu'ils étaient à la traîne au niveau, vidéo et renommés au point de vue, vidéo professionnel, là, c'est un move très logique d'un point de vue, tech et cetera et même investissement. Tu vois vraiment le truc, c'est que là, ils rachètent une boîte qui a vraiment pignon sur rue pour rattraper leur retard et pour qu'ils fassent, bah, armes égales face à je sais pas, Canon ou toutes ces, et même Fujifilm, c'est les grosses boîtes de caméras et même, et même la caméra les caméras professionnelles. C'est ce qu'il faut se dire. C'est que là, cette news, je voulais plus l'aborder à ce niveau-là, pour éviter que ça soit vraiment des connaissances, je pense que vous pouvez avoir aussi de votre côté. Est-ce que toi, tu connaissais de ces marques ou, je pense au moins déjà, Nikon, qui est quand même Bah, plutôt une oui, bonne marque, mais oui, je co je connais Nikon, avec leurs appareils photo, mais en tant puisqu'on en parle, moi je suis à la base, je suis photographe professionnel et j'ai un mmh Canon. Mais c'est vrai que Nikon, pour, pour les appareils photo de type professionnel, ils sont un poil en retard par rapport aux autres, qualité d'image ou film. Mais bah, clairement, j'avoue,
mais j'avoue, Rai Raid en voyant, ce qu'ils ont fait, Aquaman, la da le jeu de la dame, Hunter, Redfield, ça ça il faut pas le voir, et c'est nul. C'est comme c'est que ils vont faire un sacré bond en avant, en matière de Mais technologie, clairement, d'imagerie et vidéo et ça je peux que leur dire, allez-y foncez. Je suis sûr, je suis sûr qu'après, en matière de technologie, leurs réflexes, et leurs appareils photo professionnels ou caméras professionnelles, ça va leur faire monter d'un cran et leur montrer un nouveau monde. ah clairement, clairement, on est clairement dans ce cas de figure-là. C'est pour ça que je voulais en parler avec toi. Je savais pas que tu étais, aussi calé à ce niveau-là, au niveau photo, mais, c'est Bah, bon à je savoir. bah, je suis pho bah, maintenant tout le monde le sait, je suis à la base, je suis photographe, professionnel, mais étant donné que, de nos jours, le métier de photographe, C'est n'intéresse plus compliqué. personne et est compliqué, du coup, je me retrouve en reconversion professionnelle. Voilà, donc voilà, donc c'était un petit Mmh. peu aussi un pendant, geek et pop culture qu'on peut aussi papoter à ce niveau-là, parce que Nikon quand même c'est pas anodin et donc voilà. Donc je voulais un petit peu en papoter parce que par le biais des streamings et même photos et vidéos, c'est bon à savoir toutes ces choses-là, qu'il y a des grands changements qui arrivent et là on est clairement dans ce cas de figure. Voilà, voilà. On va changer de sujet. On va passer sur un sujet peut-être un petit peu plus malheureux. Je vais modifier un petit peu le setup. Hop Pour ne pas là, dire triste, triste. On nous a annoncé, je pense que ceux qui vivent dans une grotte, vont grotte. être étonnés, ou dans une île déserte, wink wink. Hem, Nous avons eu une annonce, vendredi dernier, c'était le 8. On nous a annoncé que Akira Toriyama nous a quittés le 1er mars, des suites d'un hématome sous-dural. Alors, Dragon Ball et Akira Toriyama. Grosse chose, nous on le connaît pour principalement Akira Toriyama pour, Dragon Ball. Moi je l'ai connu pour Dragon Ball, mais aussi Doctor Slump. Ah mince, j'ai oublié mes mangas qui sont en bas. Tant pis, c'est pas grave. Hem, enfin, Akira Toriyama ne se limite pas à, Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super et tout ce qui s'en rapproche. Il a fait d'autres choses avant et après. Je peux vous en parler vu qu'on en avait fait j'avais fait une émission il y a quelques années, sur Dragon Ball. On avait abordé Akira Toriyama avec l'ami Funkyception. Je vous mettrai pour ceux qui sont sur le replay, un petit lien vers l'émission. Et aussi, Akira Toriyama, faut se rappeler qu'il n'a pas fait aussi que de l'animé et du manga, il a fait aussi des jeux vidéo. Il a fait partie de certains, character designers ou même designers tout court sur, tout ce qui est, enfin, le studio Square, pas Square Enix et Square Enix, avec Dragon Quest, les Chrono Trigger, Sandland qui est aussi une adaptation d'un de ses mangas, et Blue Dragon, si vous connaissez aussi. Bref. Donc on nous a annoncé ça, comme, assez abruptement, j'ai envie de vous dire. Il était né en 55, donc il avait 68 ans, malheureusement. Et il est devenu célèbre à partir des années 80, début des années 80, avec 84 jusqu'à Dr. Slump au bout de 18 volumes. Et après, il a fait Dragon Ball, même si au début il devait s'appeler Dragon Boy. Dragon Ball au début.
Après bon, je pense que tout le monde connaît, ce qui s'est passé ensuite. Il a fait donc Dragon Ball qui a duré des années et des années. Je pense que ça, on va éviter d'en reparler parce que je pense que tout le monde connaît, Dragon Ball. Que dire? Moi, j'ai envie de dire, Dragon Ball a été quand même quelque chose d'assez fondateur pour beaucoup de monde de notre génération, je pense, clairement. C'est exact. On est une génération Club Dorothée où on a été biberonnés avec Dragon Ball, Saint Seiya et bien d'autres, Ranma 1/2. Et Sailor Moon, toutes ces choses-là, hein, on va pas se leurrer. Et Nicky donc, Larson. c'est ça, City Hunter et bien Cat Size, toutes ces choses-là. Et quand même, Dragon Ball a été quand même une pierre angulaire, surtout Dragon Ball Z pour beaucoup de monde, a été une pierre angulaire pour une entrée dans l'univers geek et pop culture avec, le pan Japanimation. Moi j'ai envie de dire, heu, quand même il y a eu un avant et un après Dragon Ball. Avant, tu avais tout ce qui est Apple Seed, les Gums, les Akira qui étaient, plus de niche, je dirais. Même si Osamu Tezuka avec Astro Boy a fait déjà le début. À notre niveau, c'était peut-être plus tout ce qui était, hem, peut-être Goldorak, toutes ces choses-là aussi. Mais voilà, on est dans quelque chose quand même de majeur. Même s'il y a eu à boire et à manger, j'ai envie de dire, au niveau de Dragon Ball, sans être méchant vers vous, on a eu des bons et du moins bons. Pour un petit peu papoter vite fait, Dragon Ball GT qui a été, même si c'était pas, heu, valorisé par, notre cher, Akira Toriyama, mais voilà. On a eu quand même, Dragon Ball Evolution, même si c'était pas vraiment voilà. On va pas en parler plus, sinon ça va être un running gag qu'on fait assez souvent. Heu, voilà. Là, on est clairement dans une période où on peut dire, voilà, que là, on est plus sur du recueillement. Heu Je pense que tout ce qui est, shonen actuel, le shonen neketsu, c'est merci Dragon Ball et Dragon Ball Z avec, rien que pour Naruto et autres One Piece et Bleach, même si maintenant il est plus que l'ombre de lui-même. Mais on a toutes ces choses-là qui sont vraiment quelque chose de plus marquant, j'ai envie de dire. Donc voilà. Et donc, je me disais que, cette annonce a été quand même forte, a été un gros coup d'arrêt pour beaucoup de monde. Et je me suis dit, «Il faut que j'en parle dans l'émission». Parce que même moi, à mon petit niveau, sans, Dragon Ball, j'aurais pas pu découvrir Fly, City Hunter, toutes ces choses-là et même, des jeux qui sont méconnus chez nous, type Tobal numéro 1, les Dragon Quest et toutes ces choses-là, clairement. Donc, en tout cas, hem après tout ce qu'on a pu voir sur internet, on a tous les créateurs de contenu qui mettent leur pierre à l'édifice. Des inconnus qui le font aussi. On a eu aussi une vidéo de Brigitte Lecordier qui a fait une grande tirade sur ça. Moi je tiens à présenter toutes mes condoléances à mon niveau et je pense toute la communauté, pop culture à ce niveau-là, à la famille d'Akira Toriyama. Donc voilà. Je sais pas, est-ce que tu avais quelque chose à dire toi à ton niveau mon cher Lens? Mmh. Bah, c'est toujours triste, de perdre, des monstres, je vais dire des monstres de la pop culture, comme quand même Akira Toriyama, c'est quand même quelque chose. Et J'ai s je l'ai connu avec Dragon Ball Z quand il passait sur le Club Dorothée à l'époque. Après j'ai découvert Dragon Ball, mais c'était un peu plus tard. Après Dragon Quest, dans les jeux la série, Dragon Quest, les où il a mis sa patte, clairement. dessus. Mmh.
il faut dire que cet homme a inspiré, a inspiré toute une génération de geeks comme toi et moi, mais aussi une génération de créa de créateurs, ce qui a lancé une nouvelle une nouvelle vague, genre One Piece, avec, Oda et Avec, tout ça. Oda, oui, oui. Clairement, clairement, on est clairement dans là. Après, moi, chose qui m'a étonné aussi, c'est, le point de vue, en fait, d'un point de vue, là, c'est des formations professionnelles. C'est déjà, tu te dis 68 ans, c'est pas vieux, comparé Faut à d'autres gros auteurs de la pop culture. Et après, moi, j'ai envie de dire, là, ça va être un petit peu le pan, médical. C'est, quand ils te disent des suites d'un hématome sous-dural. Alors, qu'est-ce que l'hématome sous-dural? C'est un hématome, donc c'est une poche de sang, qui comprime, hem, qui comprime le cerveau à ce niveau-là et donc qui est quand c'est d'un point de vue aigu, c'est, très compliqué et c'est une urgence vitale. C'est une urgence vitale parce que du fait de cette pathologie, en fait, c'est vu que ça comprime le cerveau, tu un problème de pression au niveau du crâne et cetera qui peut provoquer de grosses bien. problématiques. Il y a eu j'ai un petit souci avec ton tac, tac, avec ton visage. C'est reparti. C'est pas grave, t'inquiète pas, tu vas revenir mon cher Lens. Et donc voilà, donc Ouais, on est moi vraiment aussi j'ai un petit souci. Attends, je raccroche, et je ouais, vas-y, recommence. vas-y. Clairement, vas-y, vas-y. Et donc je disais, ouais, hématome subdural, donc urgence vitale, qui est souvent principalement due à une problématique type, chute ou accident de la route. Souvent, on a une problématique à ce niveau-là, quand on a des problèmes de Hop, quand il y a des accidents hop, référé. tac, normalement, tu devrais revenir. Voilà, Hop, voilà, ça va. c'est reparti. Oui, Voilà. oui, ça fonctionne, je Donc c'est t'entends. bon. Et donc voilà, donc c'est vraiment, souvent, c'est assez abrupt, à moins que ça soit autre chose qu'un hématome suddural, donc qui voudrait dire que c'est un hématome sous-dural chronique, donc voilà. Et donc ça pourrait être lié à un problématique, pas une chute ou un accident de la route. Ça serait peut-être plus une problématique type, des problèmes liés à une utilisation médicamenteuse type, des fluidifiants sanguins, type, Cardégique, aspirine et cetera. Et donc il y aurait en fait eu une petite fuite au niveau pour faire simple, hein, au niveau d'un vaisseau sanguin qui est au niveau du crâne et qui petit à petit, comprime le cerveau et qui provoque, coma et cetera et dans le pire des cas, la mort si c'est mal pris en charge. Donc voilà, donc je pense que d'un point de vue personnel, je pense que c'est un événement très grave quand même et surtout, c'est quelque chose que je pense que personne s'attendait, surtout qu'il était prévu que la semaine prochaine, ils fassent des annonces sur Dragon Ball Daima et ils devaient donner, je crois, un une distinction à un seiyuu de Dragon Ball Z, le le seiyuu de Piccolo. Donc voilà. Donc je pense que c'est une problématique très abrupte qui s'est arrivée et donc voilà, donc c'est malheureux à dire. Après pour les fans ou les non fans, moi je vous conseille aussi de regarder, tout ce qui est, l'apprenti manga qui était très intéressant. Je sais pas si il est encore trouvable. Moi je l'avais lu il y a très longtemps, je l'avais pas. Je l'avais lu dans une bibliothèque à l'époque. Il y avait Jacko, le patrouilleur de l'espace intergalactique, qui est plutôt intéressant, que tu vois dans Dragon Ball Super, et Neko Mmh. Majin, qui est magnifique. Ça, c'est aussi un truc qui est très intéressant.
donc voilà. Est-ce que tu avais quelque chose d'autre à dire sur, Dragon Ball et Akira Toriyama ou pas? Non, j'avais rien à dire, juste que le métier de mangaka, reste très compliqué, reste très compliqué. Ils ont des délais à respecter, tout ça. Bon, ça je sais pas si ce sera la raison de sa maladie et tout ça, mais même si, les choses commencent à À changer changer quand petit à même, hein? petit pour à changer avec les mangaka et tout ça, ça reste, quand même un métier, qui met la pr qui met la pression. Mais on dit à chaque fois, dès qu'on voit un auteur et tout ça, qu'ils ont du mal, à terminer un truc, on leur dit, ne c'est pas grave, prenez votre temps pour faire votre histoire. On n'est pas pressé, on est patient. Mais il y en a qui sont vraiment pas patients et je pense aux producteurs, qui veulent tout de suite, leur fric, leur petit fric. Ouais, clairement, clairement, on est clairement dans la donc voilà, donc c'était un petit peu Ils la news ils un veulent petit leur peu, ils veulent leur pognon, le pognon, pognon, pognon. Voilà, c'est ça. Donc bon, c'est malheureux à dire, hein, mais voilà. Je voilà, tenais quand même à faire cette news, parce que c'était plutôt intéressant de voir à ce niveau-là aussi, et de surtout faire rendre un dernier hommage à un pan de la pop culture. Donc c'est voilà. sûr. On va parler de quelque chose un petit peu plus réjouissant. On a eu 2 dernières news ce week-end, surtout hier, avec le Mario Day. Alors, qu'est-ce que le Mario Day? Alors, la blague du Mario Day, c'est un jeu de mots avec, la date, parce qu'en Angleterre, aux États-Unis, mars, c'est March l'écriture de la date en Angleterre, mais, au niveau du système impérial, c'est-à-dire, États-Unis et cetera, et au niveau aussi Japon et cetera. On a d'abord le mois, la date, enfin le numéro du jour et le reste. Et là, en fait, il y a un jeu de mots, c'est que mars en Angleterre, c'est March et en fait, quand on l'écrit là-bas, on enlève le CH, on l'écrit en date courte et ensuite le 10, ensuite ça fait si tu le mets, ça fait MAR 10 ou Mario, d'où le Mario Day, pour faire la blague. Vu que Nintendo affiche que tous les 10 mars, c'est le Mario Day, ils annoncent de temps en temps des choses au moment du Mario Day. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce dimanche? On a eu déjà un Mario Day direct, comme je dirais, Oui. qui est nul autre, en fait, qui nous a annoncé plusieurs choses. Alors, on va passer du moins intéressant, j'ai envie de dire, au plus intéressant. C'est qu'on nous a Mmh. annoncé que le Nintendo Switch Online allait avoir de nouveaux jeux euh, axés sur Mario, qui sera sur Game Boy et Game Boy Color, qui est nul autre que Dr Mario, Mario Golf et Mario Tennis. Ensuite, on nous a annoncé d'autres. C'est deux jeux qui sont des remakes, hein, des remasters en HD. C'est nul autre que Paper Mario et la Porte Millénaire qui est sur GameCube, si mes souvenirs sont bons, qui était sur GameCube, qui Ou sortira le sur 23. tu es sûr qu'il était tu es sûr qu'il était pas sur Wii celui-là? Attends, Je j'ai sais un doute. plus. Paper La Mario. porte mi Attends, je cherche. Vas-y, vas-y, continue, Vas-y, vas-y. moi Donc qui est, je cherche. daté pour le 23 mai et ensuite nous aurons donc pour le mois de juin, le 27 juin, nous aurons le remake HD de Luigi's Mansion 2 HD qui sera nul autre que le remake de la version 3DS qui arrivera sur Switch. Donc déjà là tu te dis: Ça peut être très intéressant». Exact. Et donc, Paper Mario, toi, est-ce que tu peux nous vérifier que Ouais, c'est c'est ouais, c'est oui, oui, c Nintendo GameCube, je OK, crois que je l'ai confondu avec l'autre. l'autre Paper Mario qui était sur Wii, ouais, je me rappelle plus comment il s'appelle. Mais bref, donc voilà.
Mais clairement, c'est ça. Franchement, c'est pas mal. Après, j'ai envie de dire, là, on commence à se dire qu'on est vraiment quand même sur la fin de vie. Ils sont en train de refaire du ressucé, même s'ils l'ont fait depuis le début, de nous sortir des vieux jeux, sur cette plateforme. Mais surtout, on nous a annoncé autre chose, c'est que vu que bon, je vais pas vous cacher, l'année dernière, on a eu une critique de, je vous avais fait une critique de Super Mario Bros, le film. Ils nous ont annoncé que, bah, vu qu'ils ont enclenché des millions et des milliards de dollars de recettes, ils nous ont annoncé que, bah, ils vont faire une suite de Super Mario Bros, le film. Et salut mon cher Lolo 147. Et donc, ils nous annoncent que ça sera la suite de, Super Mario et surtout que, on sera un petit peu, ça sera la suite et qu'il va falloir attendre l'année prochaine, voire l'année d'après. C'est qu'il sortira en avril 2026. Donc je pense qu'on aura du Bowser, on aura un petit peu tout le monde qui reviendront et surtout, on aura une histoire encore plus avec de l'univers attendu, donc on risque d'avoir du Yoshi et consoeurs, très prochainement. En attendant, Voilà, il voilà. Oh, il se excuse-moi. concentre, sur, l'adaptation, live, de The Legend of Zelda. Qui sera plutôt, annoncé comme un comment dire? Comme un plus peut-être un film en live action. C'était plutôt, heu, intéressant à ce niveau-là. Après, on verra bien ce qu'il en est. Mais, mais voilà. Mais on est vraiment, dans ce cas de figure-là. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire d'autre? Moi personnellement, je trouve ça très intéressant. Après, ce qu'ils nous ont aussi, dans la news qu'on a eue là, on l'a pas, mais ils nous ont aussi annoncé qu'il allait y avoir des nouveaux sets Lego Mario Bros. Donc là, j'ai envie de vous dire, ça c'est pas le kid qui parle, mais le papa qui a un enfant qui a, qui a nul autre que, bah, un enfant qui a les 7 Super Mario, avec le Mario où tu mets des piles dessus et qui doit être connecté à son téléphone. Il y a des gros sets qui arrivent, dont, le, palais de Peach, le manoir de Boo et un autre. Et surtout, ils nous ont annoncé que l'année prochaine, il allait y avoir un nouveau set Lego Mario qui sera nul autre en lien avec Super Mario Kart. Et on ne sait pas Mmh. plus de choses. Donc en tout cas, moi franchement, ces news-là, ça donne bien envie, j'ai envie de dire. Et je pense que je ne suis pas le seul. Est-ce que toi, ça te tente, toutes ces annonces? Bah déjà, l'annonce, des jeux qu'ils vont rajouter, dès que tu m'as dit Docteur Mario, Ouais, j'ai eu la musique, de la pub la musique québécoise de Docteur, Mario. Appelez le Docteur Mario, ah, oh, qui est venu en mais, tête. mais Après le clairement, on set, est dans ce truc-là. après pour ce qui est du set Lego, il y a quelqu'un d'une compagnie Lego qui m'a montré comment ça fonctionnait et j'imagine que tu peux faire un parcours de ouf, avec le truc. Mais Clairement. ça, pour l'instant, c'est pas je ne suis pas visé, par ce set Lego, je laisse le papa que tu es, t'en Bah, occuper. clairement, on est dans ce type-là. Franchement, les enfants, ils surkiffent. Le fiston, des fois, on ressort dans sa chambre. Les sets qu'il a, il en a deux ou trois. Et franchement, oh là là, il est en mode oh yes, avec les petits codes barres. Parce qu'en fait, c'est. Comment vous expliquer ça? En fait, Mario, c'est t'as un petit écran devant qui fait du bruit, etc. Et en fait, au niveau de ses pieds, tu as une sorte de code barre qui réagit suivant le. Enfin, pas un code barre, mais un lecteur, une sorte de petit capteur qui réagit au code barre et à la couleur des briques, entre guillemets. Donc, quand c'est rouge, ça fait du bruit comme la chaleur, et ainsi de suite, comme dans les vieux jeux, et ainsi de suite. Et c'est franchement plutôt intéressant, clairement. Donc ouais, ouais. Après,
en tant que vieux, en tant que vieux geek, tu dis: «Ah j'aurais tellement aimé avoir ça quand j'étais petit avec mes Lego». Mais, d'un point de vue papa, tu te dis, là c'est un gouffre financier. Même si j'adore Lego, c'est un gouffre financier, j'ai envie de vous dire. Voilà, voilà. Mmh. Donc, Mais mais il faut j'attends avoir de le voir, budget pour ça. c'est ça. Donc j'attends de voir ce qu'il en est avec, le set, Lego Mario Kart. Il y a de fortes chances que j'en prenne un. Au moins un. Donc voilà, voilà. C'était la news Lego et Mario qui donnait envie et et donc on verra on verra bien ce qu'il en est. Je vous ferai peut-être une critique sur les Lego. Donc voilà, voilà. Allez, sans transition, on va aller sur la dernière news, qui est nulle autre que le palmarès des Pégases. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est les Pégases? Et non, ce n'est pas les météores de Pégase, pour ceux qui ont la ref. Euh, c'est la cérémonie des jeux vidéo français. C'est une cérémonie où on offre les distinctions, etc., des jeux de l'année. Et donc, ça s'est passé ce week-end et c'était en direct sur France Télé, sur France Télévisions. Et donc, c'était Samuel Etienne et Salomé Lagresse qui tiennent l'émission, entre guillemets, la cérémonie. Et donc, ils ont fait la part belle à tous les jeux indépendants et les jeux français. Et donc, on a eu le palmarès euh, des jeux et on a de très beaux jeux. Nous avons eu en meilleur jeu Chant en Scénart, of Scénart, je ne connaissais pas du tout, qui a été meilleur jeu indépendant. Euh, Après, il y a un jeu que je suis en train de dire, faites-le, il est sur Netflix, si vous avez un compte Netflix. C'est Soldat Inconnu, Frère d'armes, qui est la suite de Soldat Inconnu, Mémoire de la Grande De la Guerre, Grande c'est Guerre. c'est ça. Le meilleur premier jeu, c'est Engarde, qui est génial, je vous le conseille. Sicaria, qui est un jeu étudiant, qui est plutôt intéressant. Le meilleur jeu euh, sur le visuel, c'est Dordogne. Alors là, je vous le surconseille. Je ne l'ai pas fait. J'ai vu des streams de Dordogne. Et franchement, Mmh. je vous le conseille. Il est magnifique. Euh, La direction artistique, elle est incroyable. c'est ça, clairement. Après, on a l'univers sonore, c'est Jusant de Dontnod. Je connais pas du tout comme jeu. Après, expérience narrative, on a toujours le soldat inconnu. Game design, Chant of Scénart, que je connais pas personnellement, malheureusement, c'est passé au-dessus de moi. La meilleure innovation technologique, il y a un jeu que j'ai dans ma liste dans ma wishlist Steam et Switch, qui est Headbanger Rhythm Royal, c'est un jeu de party game où tu es un pigeon et tu dois bouger en rythme, etc. Je sais pas si vous aviez vu, c'était un jeu qui était sorti fin de l'année dernière, qui était plutôt marrant. Donc voilà. En meilleure accessibilité, Karmazoo, je connais pas trop. Meilleur jeu as a service, euh, c'est The Crew Motorfest de chez Ubisoft. Pourquoi pas. Mmh. Meilleur jeu étranger, Baldur's Gate 3, normal. Meilleur jeu indépendant étranger, Cocoon, que je ne connais pas. Meilleur jeu mobile étranger, la série Little Nightmares. Donc là, je dis ok, je dis ok, jeu horrifique qui est plutôt bon. Le prix du public, Assassin's Creed Mirage. Pourquoi pas, vu que c'est Ubisoft Ubisoft. Bordeaux. Voilà, Cocorico, j'ai envie de dire. Et après, les Bon, personnalités. cocorico et bonjour les bordelais! Voilà. Et prix d'honneur pour Muriel Tramis et personnalité de l'année, Michael Newton. Euh, Vu que c'était les Pégases, c'est enfin, on a parlé beaucoup de la French Touch, etc. Franchement, je survalide à 100% les palmarès, même si je ne connais C'est pas Chant of sûr. Scénar.
Mais clairement, les jeux qui sont là, vous pouvez y aller les yeux fermés, il y a pas de souci, hein, clairement. On est clairement sur des jeux magnifiques. Clairement, si vous pouvez y aller, allez-y, il y a pas trop de problématiques. Qu'est-ce que tu voulais dire à ce niveau-là, mon cher Lens Carter, si tu avais des choses à dire à ce niveau-là? Bah, j'étais pas du tout au courant, de cette cérémonie, la cérémonie des Pégases, c'est la cinquième, oui, c'est la cinquième édition, C'est ça. qui récompense, les jeux cocorico, comme on comme on dit. Franchement, c'est très sympa. Ça prouve que nous Français, on arrive à faire, des jeux et des jeux de qualité, bordel de nouilles, C'est ça. et qu'on récompense aussi, les jeux les meilleurs jeux vidéo étrangers et indépendants étrangers. Voilà. Franchement, Et voilà. continuez comme ça. Après, moi, j'ai envie de dire, ce qui est malheureux, c'est que, c'est vraiment que en fait, les Pégases, c'est, si tu t'y connais pas du tout, tu passes à côté, malheureusement. C'est ça Mmh. la grosse problématique et je trouve qu'ils se cherchent encore. On est qu'à la cinquième édition et c'est vraiment en mode: «Je sais pas trop, on va essayer de faire quelque chose» et cetera. Donc voilà. Mais ouais, ouais, c'est ça qui est dommage, d'un certain point de vue. Mais en tout cas, bah, qu'ils continuent comme ça, il pourrait peut-être y avoir, on pourrait avoir de belles surprises à ce niveau-là. Bah, Voilà, voilà. imagine que l'année prochaine, pendant les Pégases, on ait beaucoup plus, d'éditeurs indépendants, qui présentent leurs jeux, sans qu'on soupçonne leur existence. Clairement, Ima mais clairement. imagine que le prochain ro imagine que le prochain roguelike, qui soit c'est pas Dead Cell et tout ça, soit bordelais ou bien montpelliérain ou même, de Orléans, on sait jamais. Clairement, clairement, c'est ce qu'il faut se dire, hein. Donc qui vivra verra, j'ai envie de dire et donc C'est voilà. ça. Donc longue vie à au Pégase et on verra bien ce qu'il en est. Allez, on est, sur la fin de cette émission. Je tiens à remercier tout le monde qui était présent dans la chatroom, même ceux qui étaient en lurk. Merci à ceux qui ont raidé, donc merci le studio Renegade d'être passé nous voir. Merci Ghost Dragon. Voilà, voilà et tous ceux qui lurk, je le sais bien, donc une chère Deep Price par exemple. Et hem, donc voilà, Et on je oui, et on allez-y, remercie aussi, ceux qui nous regardent, sur YouTube et ceux qui nous clairement. écoutent, sur les différentes plateformes de streaming audio. Clairement, merci beaucoup à tous ceux qui écoutent assidieusement, voilà, heu, j'ai envie de vous dire et merci beaucoup les gars. N'hésitez pas à nous montrer ou à nous dire, «Merci beaucoup» et cetera. De le marquer, soit dans les clairement dans les commentaires, dans les commentaires YouTube. Ça peut être très bon à remonter et ainsi de suite. Là, par exemple, on m'a remonté qu'on avait parlé peut-être un petit peu trop lent. Donc essayer d'accélérer, de donner un petit peu plus de rythme. On va essayer de faire au fil de l'eau et donc voilà. Il y a Donc, aucun souci. merci beaucoup mon cher Lance Carter. Moi je vous dis bonne soirée à tous. On se retrouve ce week-end pour un Popote and Papote. Changement d'horaire, on va le faire peut-être dimanche en début d'après-midi. Parce que j'ai bien envie de changer, parce que j'aime bien aussi, faire de la popote, mais pas en soirée. Et comme ça me laissera le temps de faire autre chose en soirée. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup à tous. On se retrouve donc la semaine prochaine, pas le lundi parce que je ne serai pas là. Je serai chez et salut mon cher Julien TH. Je serai sur le Studio Renegade la semaine prochaine. Lundi soir, je serai avec l'ami Flo Natura Geek et Captain Hug sur la rubrique Rétro Gaming et on parlera d'une actu, enfin, on parlera de rétro
mais qui est dans l'actualité, qui est nul autre que Alone in the Dark. Parce que Alone in the Dark sort la semaine Ouh, gros prochaine, et morceau! donc on parlera d'Alone in the Dark, la saga. Et donc voilà, et donc on se retrouvera bien sûr le mardi à papoter d'autres choses. Et surtout pour ceux qui sont encore là, attendez le mois d'avril, on risque de papoter encore d'Akira Toriyama, mais pas sur cette chaîne, mais sur la chaîne de Studio Renegade, vu que moi j'avais envie de papoter d'Akira Toriyama déjà en amont avec la sortie de Sandland, le jeu vidéo. Je pense que ce sera l'occasion qu'on parle aussi, m- malheureusement, de faire un hommage à Akira Toriyama. Donc voilà, voilà. Donc en tout cas, je te remercie beaucoup, mon cher Lens T. Carter, d'être venu, d'avoir papoté Il n'y a avec pas de moi et d'avoir souci. donné ton avis sur le film d'une deuxième partie. Et donc voilà. Donc je vous dis bonne soirée à tous, à la semaine prochaine. Et en attendant, bah, geekez bien les Ciao! gars. Salut, salut!